Bonjour, bienvenue. Disputandum s'intéresse aujourd'hui à la situation des bars, restaurants, discothèques face à la pandémie de Covid-19 en Europe. La France fait figure de mauvais élève depuis la rentrée en étant l'un des premiers pays où le virus recommence à circuler vivement. Le Premier ministre Jean Castex constatait en début de semaine sur France Info que nous sommes dans une seconde vague forte. Il dit vouloir éviter à tout prix un reconfinement général dans la région. Seul Bordeaux et son agglomération maintiennent des mesures de fermeture des bars à 22h. Comment s'en sort la filière? Quelle est la situation en Nouvelle-Aquitaine? Aujourd'hui, nous en parlons avec Jérôme Lacroix, patron de bars et discothèques à Poitiers, et le docteur Stéphane Bouche, conseiller médical à l'Agence régionale de santé pour la Vienne. Messieurs, bonjour. Dans la région, donc, seuls Bordeaux et sa métropole maintiennent donc pour l'instant une fermeture des bars à 22h. Fermeture prolongée la semaine dernière par décision préfectorale. Jérôme Lacroix, vos établissements sont basés à Poitiers, mais lorsque vous entendez parler d'une fermeture des bars à 22h, vous vous dites quoi de la situation de vos confrères bordelais? C'est évidemment catastrophique pour eux parce que on sait très bien que l'activité des bars commence en règle générale en soirée et 22h, c'est le plein boom de la soirée. Donc ça veut dire que aujourd'hui leur chiffre d'affaires est forcément en chute libre parce qu'il y a cette fermeture à 22h. Et puis au-delà de ça, c'est que les gens se disent pourquoi sortir dans un bar puisqu'il va fermer à 22h, autant faire une soirée chez nous et on pourra la prolonger sans être obligé de quitter le bar trop tôt dans la soirée. Donc c'est vraiment catastrophique sur le plan financier. C'est le retour que vous avez de certains de vos collègues également? Oui. De toute façon, à partir du moment où on vous empêche de faire votre activité commerciale d'une manière normale, on peut comprendre qu'ils soient complètement déprimés par rapport à ça. Stéphane Bouche, vous êtes médecin à l'ARS, à l'Agence régionale de santé. Est-ce que vous sentez qu'une telle mesure est comprise par les habitants aujourd'hui et par les commerçants? Comprise par les commerçants, je n'ai pas fait de micro-trottoir pour aller les voir directement et le savoir. J'imagine qu'elle est dure, est ressentie dure comme telle. Elle est nécessaire. Les chiffres sont vraiment pas bons, alarmants. La situation autour de Nouvelle-Aquitaine est déjà inquiétante et les départements comme les régions ne sont pas étanches entre elles. Clairement, on a besoin de ces mesures, malheureusement, pour endiguer cette deuxième vague. Alors la préfecture de Gironde a annoncé cette prolongation de la fermeture des bars à 22h la semaine dernière, en même temps qu'un assouplissement d'autres mesures. Je vous propose d'écouter Fabienne Bussiot, c'est la préfète de Gironde. Pour l'ensemble du département de la Gironde, hors métropole, les gymnases, les salles de sport privées, les stades vont rouvrir pour tous, mais sans vestiaire collectif et dans le respect des protocoles sanitaires. Pour la métropole de Bordeaux, les gymnases et équipements sportifs vont rouvrir avec vestiaire collectif et dans le respect des protocoles sanitaires. Alors cette annonce concerne les activités de loisirs, les activités sportives, mais ne concerne donc pas encore les bars. Stéphane Bouche, cet assouplissement des mesures pour lutter contre le coronavirus annoncé par la préfète de Gironde, c'est le reflet de quelle évolution de la pandémie? C'est le reflet de ce que l'on constate en matière de circulation virale et de contamination entre les personnes. Donc on sait aujourd'hui quelles sont les situations les plus problématiques, les plus préoccupantes et celles pour lesquelles on n'a aujourd'hui pas assez de contrôle. Donc ces mesures d'assouplissement d'un côté, de maintien pour l'instant de mesures plus coercitives de l'autre, essaient de coller à la réalité des chiffres de ce que l'on constate, en sachant que quand on prend ces mesures, c'est toujours avec un petit décalage, puisqu'il y a toujours une inertie entre les comportements, les résultats qu'ils donnent, ce que l'on observe et les décisions donc qu'on doit prendre. Et les effets qu'elles produisent. Les effets qu'elles produisent. C'est pour ça qu'on doit être dans l'anticipation et ne pas attendre la catastrophe. Alors les chiffres aujourd'hui sont assez parlants. Le taux d'incidence sur les 7 derniers jours est de 85 pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Ça veut dire que pour l'instant, c'est vrai, la Nouvelle-Aquitaine est plutôt une région, je ne dirais pas épargnée, mais en tout cas qui contrôle cette deuxième vague. Ça veut aussi dire que ce chiffre a augmenté. Si on le regarde bien, il était de 65 à 15 jours. Donc clairement, on est sur une pente ascendante. Et le taux de positivité progresse depuis 4 semaines, plus 8%. Le taux de positivité, c'est le taux de résultats positifs quand on pratique un test. Exactement. Sur le million de tests que l'on pratique, effectivement, on a de plus en plus de positifs. Donc ça s'expliquait jusqu'à une certaine période, il y a 15 jours, par une modification de notre stratégie de test.
tests. On les a fait de plus en plus ciblés sur certaines populations. Dorénavant, on est sur une stratégie qui est établie et on peut suivre cette positivité. Et cette progression des chiffres est vraiment inquiétante. Ça veut dire que de plus en plus de tests sont positifs, de plus en plus de gens sont positifs. Pour vous, le chiffre le plus parlant, c'est lequel? C'est celui de l'incidence ou celui du taux de positivité? C'est le taux de positivité, c'est aussi l'incidence, bien sûr, mais notamment l'incidence comme la positivité dans certaines tranches d'âge. C'est ça qui est inquiétant. Et ça illustre d'ailleurs ce qui s'est passé depuis la rentrée. On l'a vu chez les plus jeunes, à partir de septembre, et notamment la tranche 15-45 ans, mais essentiellement les étudiants, qui ont eu des taux de positivité très très forts. Alors que les plus de 65 ans étaient encore sur la fin d'une période de confinement et relativement épargnée. Mais malheureusement, maintenant, la positivité chez les plus de 65 ans augmente et c'est le chiffre inquiétant. Oui, on le voit, sur les 7 derniers jours, elle a augmenté de 4%, quasiment dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a que 2 départements qui sont moins concernés, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. C'est donc ça qui vous inquiète, que ça touche désormais les personnes les plus âgées. Et donc les plus fragiles, bien sûr. Parce que les plus fragiles. Et donc, ça veut aussi dire qu'il y a une espèce de chaîne de contamination qui s'installe. On le sait où dans les habitudes sociales, qu'elles soient familiales ou de loisirs. On sait que cette contamination des plus jeunes aux moins jeunes, elle se fait par les échanges et pas autrement. Donc ça veut aussi dire que dans nos comportements, il y a peut-être encore à revisiter, à recommuniquer. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on prenne ce genre de mesures face aux chiffres qu'on explique aujourd'hui? Comment est-ce que vous les comprenez? Comment est-ce que vous les recevez en tant que professionnel de la restauration? Je dirais qu'en tant que professionnel tout court, on a des entreprises avec des salariés, avec des clients, et il est hors de question de mettre en position de danger, que ce soit nos clients ou nos salariés. Et ça, c'est la première des choses quand même. On a cette responsabilité qui est très importante. Au-delà de ça, j'entends ce que vous dites sur cette notion de passer ce virus via des liens physiques, parce que c'est manuporteur, tout simplement. Donc c'est là où je pense qu'on doit tous travailler ensemble. On a appris à le gérer différemment au fil des semaines et des mois. Et donc, si on applique bien les choses dans nos établissements, je me dis qu'il n'y a pas plus de risques dans un bar, dans un restaurant, que dans une entreprise quelconque. Mais faut-il encore qu'on soit tous responsables face à ça, qu'on fasse attention, qu'il y ait bien du gel partout, que les gens portent leur masque dans les déplacements, qu'on ne soit pas debout en train de danser dans un établissement. Vous trouvez ça injuste qu'on laisse les salles de sport ouvrir, par exemple? Non, c'est pas. Je trouve pas injuste qu'un établissement reste ouvert. Moi, ce que je trouve injuste, c'est que les règles ne soient pas appliquées partout de la même manière. Voilà. Et c'est de se dire, faisons-le bien. Et si on le fait bien, si on agit en responsable et en responsabilité, on arrivera à contrôler le virus. Il faut qu'on apprenne à vivre avec tant qu'il n'y a pas de vaccin. On le sait bien. Je vais juste faire un aparté. Aujourd'hui, c'est une date anniversaire pour les discothèques. Nous avons fermé le 14 mars et nous sommes aujourd'hui le 14 octobre. Ça fait 7 mois. Cette fameuse semaine du 14 mars, on a vu donc les rassemblements qui étaient autorisés jusqu'à 5000 passer à 1000 le lundi. Et le vendredi 13 mars, le gouvernement annonçait rassemblement interdit au-delà de 100 personnes. Moi-même, en tant que gérant de discothèque, je me suis dit, 100 personnes, je les dépasse largement dans mes établissements. Qu'est-ce que je fais? J'ai appelé la mairie, la préfecture, personne n'a pu me répondre. La question que je me suis posée ensuite, c'est est-ce que moi, je vais travailler ou pas? La réponse a été non. Donc, je me suis dit, je n'envoie pas mes équipes au front par rapport à ça. Donc, j'avais décidé de fermer mes discothèques un jour plus tôt. Je ne savais pas qu'on fermerait le lendemain d'une manière Mais ça vous paraissait la décision à prendre face à ce que en responsabilité. Voilà. En responsabilité. Et je rappelle tout simplement cette notion de sécurité. À l'époque, on ne savait pas le gérer. On voyait que les chiffres explosaient dans tous les sens, mais on ne savait pas le gérer. Maintenant, au bout de 7 mois, on voit bien là où il y a plus de risques que d'autres. Et je pense que c'est de ce côté-là où
on devrait faire plus d'efforts sur cette pédagogie auprès des professionnels en disant, bah voilà, vous avez un bar, mais un bar, vous pouvez le laisser ouvert comme un restaurant si vous le gérez de telle et telle et telle manière. Il n'y a pas plus de risque à avoir des gens en train de consommer un verre qu'un plat s'ils sont assis à une table. C'est le cas ou pas, docteur? Les gestes barrières, la discipline individuelle de chacun d'entre nous, elle va dicter la suite, c'est évident. Et aujourd'hui, si on est obligé de prendre des mesures un peu ciblées comme cela, c'est parce que individuellement, on n'est pas assez discipliné et peut-être que pour certains, mais vraiment une minorité, on n'a pas encore pris la mesure de ce qui se passe. Je le rappelle, on est quand même à plus de 30 000 décès en France en peu de temps. Pas en un an, en peu de temps. 30 000 décès, c'est bientôt le doublement des décès pour toute cause respiratoire sur un an. Juste sur quelques mois. Donc c'est quand même un impact très fort, cette maladie. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit déjà avoir conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer. Puis bien entendu, on est en train tous d'évoluer. Et on a évolué avec le milieu scolaire, par exemple. On doit évoluer aussi avec le milieu de la fête, avec le milieu des bars, avec le milieu des restaurants. C'est évident que vous avez appris, vous le montrez très bien, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. On sait aussi qu'il est difficile pour vous d'intervenir auprès de vos clients quand ils ne suivent pas les gestes barrières, surtout passer certaines heures, surtout quand vous avez des grands flux de population, notamment d'étudiants qui arrivent et qui ont envie de faire la fête à partir de 22h. Là, on a vu des situations critiques au mois de septembre, clairement. Ben, justement, qu'est-ce qui se passe dans les bars après 22h qui justifie de maintenir cette fermeture à 22h? Ce qui a motivé en partie ces décisions, c'est qu'à partir de 22h, l'alcool a déjà commencé à faire son effet. On n'arrive pas forcément totalement indemne d'alcool à 22h dans les bars. Il y a eu un parcours avant, notamment chez les étudiants. Et donc, probablement que ça contribue aussi qu'à partir de 22h, les habitudes se relâchent. La vigilance se détend. Alors je vous propose de regarder, messieurs, un reportage qui était tourné dans les bars bordelais juste après l'annonce de la fermeture des bars à 22h donc à Bordeaux. C'était donc fin septembre. Reportage de Julie Chapman et Camille Becchetti. C'est le signal, celui d'une dernière gorgée en vitesse pour profiter des quelques minutes restantes. Aux terrasses des bars bordelais, c'est la surprise parmi certains clients. Les plus prévoyants sont venus en avance. C'est nécessaire, c'est normal, c'est les règles et on les suit. On s'adapte. Ouais. Je crois que l'adaptation, c'est le maître mot du moment. Chaises empilées et tables nettoyées, en quelques minutes, les trottoirs sont vidés. Tout se déroule dans le calme, mais la mesure ne fait pas l'unanimité. C'est pas vraiment que ça m'embête, mais disons qu'on voit qu'il y a vraiment des priorités entre les loisirs et le fait d'aller travailler derrière, parce qu'on voit que les bars ferment à 22h, mais par contre tous les transports en commun et tous les moyens qui nous permettent d'aller travailler ou faire des études ou quoi que ce soit, ça reste quand même ouvert. Après un été plutôt bon, c'est un nouveau coup dur pour ce bar. L'équipe a déjà été réduite. Un serveur parti à la rentrée n'a pas été renouvelé. Les gens, ils dépensent plutôt après 22h. Ils ont envie de faire la fête et donc ils consomment beaucoup plus après 22h. Donc on travaille plus longtemps en journée, mais il n'y a pas forcément beaucoup de chiffres. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent dans les bars la journée. Donc c'est compliqué. Cette fermeture anticipée est prévue pour 15 jours. Clients et barman croisent les doigts pour qu'elle ne soit pas prolongée. Voilà, donc elle a été finalement prolongée. Alors ce qu'on entend, c'est que la décision est prise pour 15 jours. Docteur Stéphane Bouge, est-ce que c'est la bonne durée, prendre une décision pour 2 semaines, la revoir au bout de 2 semaines? Est-ce que c'est le bon rythme pour prendre des décisions de santé publique dans cette crise? C'est vrai que 15 jours, c'est une période clé dans l'histoire Covid. D'abord parce que, comme je vous le disais, c'est un peu inertiel cette histoire. Quand vous vous exposez, les conséquences, vous les avez sur une population plutôt au-delà de 15 jours ou à partir de 15 jours. D'où l'intérêt de voir ce qui s'est passé au bout de 15 jours en termes de chiffres que l'on pilote aujourd'hui. Que ce soit l'incidence, que ce soit le nombre d'hospitalisations. Le nombre d'hospitalisations depuis le 31 juillet ne cesse d'augmenter et maintenant s'accélère. Voilà, donc ça, ce sont des chiffres vraiment qui, au jour le jour, nous montrent une indication, mais sur un espace de 15 jours, nous disent vraiment ce que l'on a fait 15 jours avant. D'accord. Ou ce qu'on a oublié de faire. Vous nous parlez des chiffres d'hospitalisation. On nous a beaucoup parlé des chiffres en réanimation. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine?
Alors en Nouvelle-Aquitaine, les chiffres d'hospitalisation en réanimation sont assez stables. Voilà, on a un peu plus de 60 personnes hospitalisées aujourd'hui en réanimation, mais un chiffre stable. Donc pas inquiétant aujourd'hui pour la Nouvelle-Aquitaine, mais ces chiffres sont déjà inquiétants à l'échelle de la France. Jérôme Lacroix, je me tourne vers vous. On l'entendait dans le reportage et on l'a un peu évoqué aussi tout à l'heure. 22h, c'est l'heure à laquelle souvent le bar fait son plus gros chiffre d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi? Évidemment, oui, c'est cette notion de sortie, de faire la fête qui permet aux gens, après leur journée de travail, d'aller boire un verre entre amis et de profiter de leur soirée. Et 22h, à partir du moment où vous savez que habituellement les bars ferment à 2h du matin, on peut très vite comprendre que cette tranche 22h, 2h est hyper importante. C'est-à-dire, si vous l'évaluez en termes de chiffre d'affaires, de part dans le chiffre d'affaires, vous l'évaluez à combien? Ça dépend des bars, parce que certains bars vont fonctionner plus en début de soirée, type after work, et d'autres bars vont fonctionner plutôt en mode bar de nuit, vraiment l'avant-discothèque. Donc les bars de nuit, les bars ambiance musicale, comme on les appelle, eux vont avoir 80% de leur chiffre d'affaires de 22h à 2h. Ils ont même les clients qui arrivent plutôt à 23h qu'avant dans la soirée. Et les bars after work, eux, vont plutôt avoir l'essentiel de leur chiffre d'affaires on va dire, de 18 à 22h. Donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne de ce côté-là, mais de toute façon, cette partie de 22h à 2h du matin est forcément très impactante en termes de chiffre d'affaires et d'équilibre financier pour les entreprises, et financier pour l'entreprise et social au niveau des emplois. On voit bien dans l'exemple de ce bar de Bordeaux où un contrat de barman n'a pas été renouvelé parce que tout simplement il n'y a plus assez de clients pour pouvoir occuper cette personne-là. Alors justement, parlez-nous, votre personnel, vous avez un bar à Poitiers, vous avez également un restaurant, 2 boîtes de nuit. Dans quel état d'esprit se trouve votre personnel? Alors, c'est assez partagé parce que moi j'ai la chance d'avoir des établissements qui sont toujours ouverts aujourd'hui d'une manière quasi normale, comme le bar-restaurant Le Cas qui se situe avenue Jacques-Cœur, parce qu'on a une activité essentiellement basée sur la restauration classique, donc en journée ça va, et en soirée, mais où on ferme à minuit, donc de ce côté-là on n'a pas de changement. Par contre, sur les discothèques, c'est catastrophique. Vous en avez 2 à Poitiers. 2, la Grand Goule et la Tomate Blanche, où là, clairement, il n'y a aucune visibilité pour les salariés. Ça fait déjà 7 mois qu'ils tournent en rond chez eux et ils ne savent pas du tout à quel moment ils pourront reprendre une activité professionnelle. Et quand on se dit maintenant que, a priori, sans vaccin, sans traitement, les discothèques ne pourront pas réouvrir. Donc on peut imaginer un vaccin, un traitement fin 2021, grosso modo, donc un retour progressif à la normale courant 2022. Donc ça veut dire 1 an et demi, 2 ans sans travailler. Vous confirmez ces chiffres de délai pour l'obtention d'un vaccin, des retours que vous avez du monde médical? Oui, pour les meilleurs délais, effectivement, c'est le monde de la recherche pour le coup qui dicte ces chiffres et ils sont déjà optimistes. Mais oui, il faut entendre 1 an sans revenir au travail, ça pose d'autres problèmes, sanitaires y compris. Oui, psychologique. On y pense aussi. Et justement, ça, vous envisagez les choses comment à l'ARS? Est-ce qu'il y a un plan qui est à l'étude justement pour venir en aide ou en soutien à ces salariés qui ne travaillent pas depuis plusieurs mois? Alors aujourd'hui, tous les pays sont en train d'investir cette question, puisqu'on l'a vu de toute façon. Mais dans la population des personnes qui fréquentaient déjà l'offre de soins, on va dire, de psychologie ou de psychiatrie, pardon. Mais on sait maintenant que la population générale va être, avec le confinement, ou en tout cas des changements d'habitude assez profonds, confrontés à des problèmes psychologiques d'une manière générale. Et ça, tous les pays sont en train d'en prendre la mesure, de préparer des plans de soutien, ne serait-ce que parce qu'il y a des changements sociaux ou parce qu'il y a des impossibilités de retourner au travail. Alors, j'avais envie de revenir sur cette question de la fermeture des bars à 22h. Le problème, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est parce que c'est un lieu où on enlève le masque?
Est-ce que le problème, c'est parce que c'est un lieu où il y a une forte densité de population? C'est lequel au juste le problème? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. C'est un petit peu aussi la nuit tous les chats sont gris, c'est-à-dire qu'avec l'heure avançant, les relations se détendent, la vigilance tombe. Voilà, ça c'est normal. J'ai surtout peur que la fermeture à 22h ne fasse qu'avancer un petit peu le problème, sachant que la vie sociale en journée aussi va dicter à partir de quand on va aller dans les bars. Est-ce qu'on va finalement s'y précipiter dorénavant de 19h à 22h? Ça ne changera finalement pas les problèmes, puisqu'on retrouvera une population plus dense cette fois. L'autre crainte que l'on a, c'est qu'après 22h, une fois les bars fermés, on ne maîtrise plus ce qui se passe dans la sphère privée. Et aujourd'hui, le principal problème se passe dans la sphère privée, familiale comme de loisirs. Oui, parce qu'on ne peut pas interdire des rassemblements chez soi. Voilà. En tout cas, dans la loi française... Écoutez, aujourd'hui, l'Italie a pris une mesure forte, interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes dans la sphère familiale et privée. Je ne sais pas si on est capable de prendre ce genre de mesures, ni si on en a les moyens, d'ailleurs, de surveiller son application. Mais en ça tout cas, pourrait être efficace? Ça vous donne une indication de ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si la mesure est efficace. En tout cas, diminuer la densité des réunions, c'est un élément important. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être sur des lieux aérés et puis garder cette distanciation physique, ces gestes barrières. Alors la distanciation physique, quand on a envie de se retrouver entre amis autour d'un verre, c'est vrai qu'elle va nous demander de changer nos habitudes. D'être moins nombreux autour de la table, d'une part, peut-être. D'avoir des effusions un peu plus retenues. Aussi. Ouais. Jérôme Lacroix, vous sentez cette difficulté dans les établissements à faire entendre ce message de santé publique auprès peut-être d'une population plus jeune qui a envie de s'amuser? Alors, sur la population plus jeune, oui. Parce que clairement, quand vous avez une vingtaine d'années, vous avez plus de risques de mourir d'un accident de voiture que du Covid. Donc, eux n'ont pas ce sentiment de crainte de mourir. Et puis, clairement, à 20 ans, heureusement que notre cerveau est fait plein d'insouciance. Donc on a envie de croquer la vie à pleines dents et donc on fait la fête. Donc ça, c'est vraiment très particulier à ce monde des jeunes, des étudiants. C'est pour ça qu'à Poitiers, on a vécu une rentrée, mais comme d'habitude, où on savait que les étudiants allaient arriver, les fêtes d'intégration, les choses comme ça. On a vu du monde aux terrasses, d'ailleurs, à Poitiers. Oui, du monde aux terrasses. Les discothèques étant fermées, et ça, c'est comme dans toutes les villes de France, il y a eu plus de concentration avant. Et là, je vous rejoins sur le fait qu'en fait, on décale le problème. C'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, on ferme les discothèques parce que on veut pas qu'il y ait de gros rassemblements en discothèque en pleine nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a des fêtes dans les appartes, il y a des fêtes qui sont faites en amont dans la journée. Tant qu'il a fait beau à Poitiers, on voyait les terrasses qui étaient pleines, les rues qui étaient pleines, les parcs publics qui étaient pleins. La préfète a pris une décision de rendre le masque obligatoire avec en plus des vrais contrôles dans certaines rues de la ville où il y a pas mal de bars, dont Tizan où j'ai l'exploitation de la Guinguette. Et en même temps, cette semaine-là, la semaine du jeudi, parce que le jeudi, c'est la fameuse soirée étudiante, du jeudi 24 septembre, il s'est mis à pleuvoir. Donc, alléluia, c'était la très bonne nouvelle pour les pouvoirs publics. Le froid, la pluie, tout le monde est rentré chez soi, et ça a évité les plus grands rassemblements. Donc, oui, évidemment, c'est très compliqué de gérer ça. Alors on sent bien sûr l'inquiétude très forte des patrons de bars, de restaurants. On en parle un peu avec vous. La semaine dernière, c'était le 5 octobre, ils ont décidé de se faire entendre à Bordeaux. Je vous propose de regarder ce reportage de Serge Guigné et d'Alexandre Malesson. Brassard noir et casserole au poing. Ils font du bruit devant leurs établissements. Les restaurateurs redoutent 30% de faillites d'ici à la fin de l'année et réclament de pouvoir continuer de travailler pour gagner leur vie. Depuis la fermeture des hôtels-restaurants à Marseille, ça a créé une psychose générale sur l'ensemble de la profession et sur l'ensemble de nos clients. Les restaurateurs répondent à l'appel du grand chef bordelais, Philippe Etchebest. Les producteurs, nos fournisseurs, les vignerons, les chauffeurs de taxi, ils sont juste à côté, je parle avec eux régulièrement. Ils sont en difficulté, tout le monde est en difficulté. Ça fait tache d'huile tout ça.
Boîtes de nuit, hôtels, toute la filière fonctionne au ralenti. Les bars, par exemple, doivent pour l'instant fermer à 22h à Bordeaux. Les mois qui viennent s'annoncent difficiles pour tous. Jérôme Lacroix, je me retourne à nouveau vers vous. Vous avez, vous aussi, envie de faire du bruit comme ces restaurateurs à Bordeaux ? Alors, on le fait de manière un peu différente parce que nous, sur Poitiers, en tous les cas, on passe essentiellement par notre syndicat professionnel qui est l'UMIH, justement pour arriver à négocier les choses auprès du gouvernement pour que au moins nos établissements puissent continuer à exister financièrement parlant, économiquement parlant. On a un très gros problème là-dessus. Vous avez un sentiment qu'on commence à prendre des initiatives, qu'il y a des choses qui se mettent en place, ou c'est encore on ne sait pas où on va ? Je pense que la problématique, c'est que même le gouvernement ne sait pas où il va, dans le sens où on ne sait pas jusqu'où la pandémie va nous emmener. Donc on est à la petite semaine. Ce que vous disiez tout à l'heure, en essayant d'anticiper, de se dire, bon, alors là, on a tel chiffre, on va réagir comme ça donne tel type de résultat, voilà comment on avance. Et par exemple, pour vos boîtes de nuit, est-ce que, en réfléchissant, vous vous dites, je pourrais rouvrir en appliquant telle ou telle mesure ? Sincèrement, sur les boîtes de nuit, je n'y crois pas. Parce que là, on est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'ambiance qui est la plus incompatible avec le Covid. Je ne me vois pas dire aux clients, tu n'as pas le droit d'aller sur la piste de danse, tu n'as pas le droit d'enlacer quelqu'un sur la piste de danse, tu n'as pas le droit d'embrasser quelqu'un. C'est juste pas possible. Donc, et plus les heures avancent, et moins c'est possible. Donc, et qu'est-ce qu'on aime dans une ambiance de boîte de nuit ? C'est d'avoir cette concentration de personnes et ces mélanges sociaux. Donc on est vraiment à l'inverse vraiment du Covid. Moi, je me souviens très bien d'une allocution du président Macron au mois de février qui expliquait les choses simplement sur le fait qu'en France, notre mode de vie est vraiment pas compatible avec le Covid. Donc c'est ce mode de vie latin que nous avons, où on aime bien se toucher, on aime bien s'embrasser, on aime bien faire la fête, et ça, c'est pas du tout compatible. Vous parlez du gouvernement. Les professionnels ont souvent dit qu'ils n'étaient pas suffisamment écoutés, voire entendus de ce gouvernement, en tout cas dans la prise de décision. Comment est-ce que vous jugez les choses aujourd'hui ? Pour le moment, alors si je parle des discothèques où on a la position la plus inconfortable, puisqu'on est fermé depuis 7 mois, et c'est parti pour durer encore de nombreux mois, jusqu'à maintenant, on a eu une bonne écoute du gouvernement et des actions qui ont été menées et qui nous permettent de rester en vie. À travers notamment Alain Griset, qui est le ministre des TPE, PME, et qui a fait le job, clairement. Il faut aussi savoir reconnaître les choses. Maintenant, il faut que ça dure dans le temps. Et puis, il faudra aussi accompagner les choses de manière complémentaire, chose à laquelle on n'avait même pas pensé. Aujourd'hui, nos salariés sont en chômage partiel. Ils cumulent à juste titre des congés payés. Ça veut dire que si dans 1 an et demi, nous réouvrons, on devra payer à nos salariés 1 an et demi de congés payés. Comment les entreprises vont pouvoir faire ça ? Oui, c'est des questions qui se posent. Lorsque vous prenez ces critères sociaux et économiques, quand on prend des décisions de santé publique dans cette crise, comment est-ce qu'on les envisage, docteur ? Il y a un conseil scientifique qui vient en appui du gouvernement et notamment du Premier ministre et du Président pour éclairer ces décisions. Notre rôle de scientifique et de médecin est de documenter leurs décisions avec toutes les considérations médicales et scientifiques. Bien entendu, nous ne sommes pas sourds à la vie économique et sociale, mais elle n'intervient pas, en tout cas, dans l'analyse des chiffres. On les fournit, on les interprète. On essaie de quelques projections quand l'exercice n'est pas trop périlleux, mais c'est ensuite au pouvoir politique de tenir compte de l'ensemble des données, y compris économiques, bien sûr. Justement, pour aller plus loin dans cette idée, on peut se demander, est-ce qu'on a appris quelque chose de cette première vague aujourd'hui ? Parce qu'on nous dit que la deuxième vague est là, elle débute. Qu'est-ce qu'on a appris de cette première vague, docteur ?
Moi, je trouve qu'on a déjà appris pas mal de choses, au plan de l'humanité d'ailleurs, pas qu'en France, mais sur toute la Terre. On le voit dans les habitudes au quotidien, bien sûr. Je pense qu'on a appris aussi que cette population humaine était fragile, qu'elle pouvait être soumise à l'aléa de la survenue d'un virus qu'on ne connaît pas et qui nous en fait voir au quotidien pendant plusieurs mois. Je pense qu'on a appris cette fragilité et j'espère qu'on va en tirer l'humilité nécessaire. J'espère aussi que ça va s'inscrire dans la durée. Voilà. Je ne le sais pas. J'attends beaucoup des sociologues qu'ils digèrent cette période et qu'ils nous donnent quelques guides. Mais en tout cas, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Je trouve quand même que des habitudes se sont déjà ancrées dans la population, sans fatalisme, mais avec une certaine compréhension de la situation. Alors, on va s'intéresser aux bars, restaurants et à la manière dont ils peuvent éventuellement s'adapter. Je vous propose de regarder ce reportage tourné à Niort par Dominique Lavaux et Stéphane Bourrin. Une révolution culinaire pour faire face au virus. Bonjour, comment ça va? Bien. Bon. J'ai récupéré mes J'arrive tout de suite pour les pokeballs, tout de suite. De la vente à emporter dans cet établissement gastronomique, une scène inimaginable au restaurant Plaisir des Sens avant la pandémie. Voilà, donc tu as les petits pains qui sortent du four. Une formule maintenue depuis la rentrée, de nombreux clients sont toujours demandeurs. Pendant le confinement, ça nous a permis déjà de pouvoir manger au restaurant et puis d'être solidaires avec les restaurateurs. Et puis c'est vrai que ça modifie notre manière de consommer, on va dire. Ouais, c'est ça. Un peu plus loin, en bord de Sèvres niortaise, une cabane éphémère, celle du restaurant Les Planches. Avant de réouvrir leur établissement niortais, les propriétaires y ont vendu des hamburgers et des salades. Ça nous a permis de maintenir une petite partie de l'activité. Ça nous a permis surtout de motiver nos équipes à rester ensemble, avoir une cohésion d'équipe qui est pour moi le plus important dans la restauration. Le chef du restaurant Plaisir des Sens, lui, a complètement revu sa carte. On utilisait des produits un peu moins chers. Ah, c'est des tartelettes à l'ananas ce midi. Il s'est adapté à la réalité Covid et à celle de ses clients. Dans certaines mutuelles de Niort, 90% des effectifs sont toujours en télétravail. Cela représente plusieurs milliers de personnes. C'était plus un travail de traiteur. Et vous avez essayé de conserver quand même une certaine qualité. Toujours avec le même esprit de qualité, pour que dans ces moments difficiles, que les clients puissent aussi avoir un peu de moment de satisfaction. Le chef des Planches, en revanche, n'a pas mis les pieds dans sa cuisine pendant 6 mois. La crise sanitaire s'est transformée en période de travaux. Une cuisine toute neuve pour mieux accueillir les clients depuis fin septembre. Ici, les Planches, c'est quelque chose de très familial. Les gens viennent pour passer du bon moment. Alors effectivement, ensemble, à plus nombreux, donc c'est un peu compliqué avec le Covid, mais voilà, on avait cette volonté de vouloir faire revenir des gens. Ouais. Ils sont revenus? Et ils sont revenus. Et ça leur plaît apparemment, donc il n'y a plus qu'à continuer. Retour au restaurant Plaisir des Sens pour un déjeuner de travail entre salariés. Il prépare aujourd'hui des menus pour l'hiver, malgré les incertitudes. On va commencer à mettre des produits de fête, bien. genre foie gras, de la lotte. La période post-confinement leur a permis d'y croire à nouveau. Après des semaines d'abstinence, les clients se sont rués dans certains restaurants. Ça fait 10 ans que ça nous est pas arrivé. Il faut dire les choses en toute transparence. Tous nos confrères autour, pour discuter avec la majorité d'entre eux, ont le même ressenti. Donc c'est quand même plutôt valorisant. Et on a eu beaucoup de tourisme français qui sont venus découvrir notre région. Une période de sursis et d'espoir dans une ville encore en zone verte Covid. Mais comme ses collègues du reste de la France, le co-gérant des Planches ne veut pas entendre parler d'une nouvelle fermeture. On est tous inquiets, on ne veut pas repartir sur le reconfinement. Ça, il est hors de question. Il faut vraiment qu'on fasse le maximum pour qu'on ait ces gestes barrières et tout ça et qu'on continue à travailler. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'on retourne en arrière, ça c'est sûr. Pour éviter d'en arriver là, un protocole sanitaire renforcé dans les restaurants pourrait être mis en place dans toute la France. Avec par exemple l'obligation de payer à table pour réduire les déplacements. On risque un nouveau confinement, docteur Bouge? Ça fait partie des hypothèses, on ne peut pas l'exclure, c'est évident. Alors je me tourne vers vous, Jérôme Lacroix. Vente à emporter, food truck, activité traiteur, ces pistes qu'on a vues dans le reportage, est-ce qu'elles sont
isolées ou est-ce que ce sont des idées applicables à l'ensemble des établissements ? Applicable à l'ensemble, peut-être pas, mais en forte hausse, ça c'est très clair. Et on l'a fait, nous d'ailleurs, au niveau du bar-restaurant Le Cave, on a commencé à faire du emporté à partir du déconfinement, c'est-à-dire à partir du 11 mai, et on a poursuivi cette offre de emporté à partir de la réouverture classique du 2 juin. Et on n'est pas les seuls, loin de là. Les food trucks ont aussi très bien fonctionné pendant cette période-là. Donc il y a cette notion de remporter et puis cette notion aussi de livraison avec les différents types de plateformes qui existent aujourd'hui et qui permettent de livrer directement les plats chez les clients. Et ça aussi, c'est en forte progression. C'est peut-être pas encore appliqué dans les bars actuellement. On fait peu de ventes à emporter dans les bars. Alors dans les bars, on fait peu, voire pas de vente à emporter. Ça peut aussi venir, mais je dirais qu'en règle générale, il faut apporter un service de restauration emporté. Vous sentez les barman, enfin les patrons de bar qui seraient prêts à passer ce cap-là, c'est-à-dire de se transformer peut-être en bar à l'américaine où on fait de la vente à emporter ? Alors, sur certains produits, ça se fait d'une manière assez naturelle. Par exemple, le café à emporter. C'est plus en journée, ça. En soirée, les Français ont leurs petites habitudes où ils vont faire d'abord les courses dans les grandes surfaces et pas besoin de se faire livrer quoi que ce soit. Le café, c'est une boisson chaude. Donc, ça, on ne va pas l'acheter dans une grande surface. Bien sûr. Quelles autres pistes est-ce que vous envisagez pour faire face à cette situation qui peut durer ? Les autres pistes, c'est d'arriver à justement développer des activités sur cette partie livraison. Là, je suis en train de créer une nouvelle plateforme qui va s'appeler Pictave Street Food, où on rassemble 5-6 food trucks sur une seule et même plateforme de commande et de livraison. Vous pourrez mixer à la fois du thaï, du libanais, du burger, de la pizza. Et en une seule commande, vous aurez l'ensemble de ces produits-là. Donc, c'est le projet là qui va sortir au mois de novembre pour justement faire face à cette non-activité que nous avons, notamment dans les établissements de bars ou de discothèques. D'un point de vue santé publique, c'est rassurant ce genre de projet, selon vous ? Ah oui, c'est une des leçons qu'on tire de cette crise, l'agilité du tissu économique mis sous forte pression et dans le drame à trouver des solutions. J'allais vous... peut-être, est-ce qu'on peut encore creuser un peu cette idée de réinvention ? Parce qu'on sent que c'est pas facile. Le cap, il se fait pas du jour au lendemain. Dans les échanges que vous avez avec vos collègues, qui soient cafetiers, restaurateurs, vous sentez des réticences ou une inquiétude à ne pas savoir quoi faire ? Quoi mettre en place ? Il peut y avoir une inquiétude, il peut y avoir des réticences, mais il peut y avoir aussi des problèmes de capacité financière à investir. Et puis ensuite, quand vous êtes mono-activité, c'est pas évident d'arriver à se projeter dans une nouvelle activité. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs types d'activités qui sont complémentaires les unes des autres. Donc, c'est plus facile d'arriver à jouer avec un puzzle. Mais quand vous êtes patron de discothèque, si je n'avais que 2 discothèques aujourd'hui, je serais très, très, très embêté. Donc, forcément, on essaie de se réinventer. Forcément, il y a des solutions, mais forcément, c'est compliqué. Donc, et là, dans le management, on le sait bien, la notion de résistance au changement est souvent le sujet clé qui fait qu'on arrive à avancer ou pas. Et là, on est en plein dans ce thème-là. Donc voilà, pour moi, les enjeux sont là. Messieurs, merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Stéphane Bouge, médecin à l'ARS, Jérôme Lacroix, propriétaire de bar, discothèque, restaurant à Poitiers. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. On retiendra donc qu'il faut se garder de conclure que tout va bien en Nouvelle-Aquitaine sur le front du Covid, même si les indicateurs sont moins alarmants que dans d'autres régions comme l'Île-de-France ou la région PACA. D'abord parce qu'il existe de fortes disparités, on en a parlé dans la région, d'un territoire à l'autre. Ensuite parce que l'incidence dans la tranche des plus de 65 ans continue de progresser. On l'a vu sur le front économique également. La crise continue de marquer très fortement les entreprises de la restauration. Merci à vous. Très belle semaine.